Bonjour et rebonjour. Alors pour ceux qui étaient présents juste avant, bonjour à vous, chez vous. Je regarde un peu la caméra, un peu vous, un peu la caméra, puisque on est sur eh bien, quelque chose d'hybride, hein, avec d'ailleurs une majeure partie de personnes qui sont à distance. Donc on ne vous oublie pas. Je suis là pour un petit peu rappeler ce que vous êtes capable de faire. Donc vous ici présents, bon, la formule reste la même. Vous allez pouvoir écouter ce deuxième workshop de la journée et puis poser vos questions. Mais chez vous, c'est pareil, vous avez un chat, on peut le lire, on l'a utilisé tout à l'heure. On a pu poser des questions de gens qui étaient à distance, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser si vous avez la moindre question. Alors, pour ce deuxième workshop, je suis avec Thierry de EasyBerg et Mahmoud de SQLI, du coup, qui sont présents avec nous pour, dans un workshop, qu'est-ce qu'on veut? On veut un peu de concret, et donc on va avoir le droit à des cas d'usage de marketplace, justement. Alors, j'ai noté dans l'agroalimentaire, dans le réseau de franchise, le manufacturing, et même dans le retail social et éco-responsable, qui sont aujourd'hui des préoccupations de plus en plus importantes, bien sûr, vous le savez, d'autant plus en Europe. Donc, on va laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent commencer. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci. Eh bien, allô. Oui, merci à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On va rapidement se présenter et on va démarrer la présentation. Donc moi, je suis Thierry Yadan, donc de la société Iceberg, du groupe Open, et on va dire j'assure la commercialisation et on va dire le marketing pour Iceberg en France et en Europe. Et je suis accompagné de Mahmoud Jaradi de SQLI, je suis directeur de programme Marketplace chez SQLI, en charge de développer l'activité Marketplace autour de solutions marché et d'où aussi le partenariat qu'on a avec Iceberg. Je remercie aussi Iceberg de nous avoir donné la possibilité de participer à ce workshop et de partager les informations autour d'SQLI, son savoir-faire et les compétences qu'on peut mettre au service des opérateurs qui veulent mettre en place des marketplaces. Super. Bah, écoutez, on peut démarrer. Donc du coup, on vous a préparé un agenda. Un agenda en fait qui est aujourd'hui constitué de 6 parties en fait. Déjà comprendre un peu qui est Iceberg, donc en tant qu'entreprise, qui est SQLI aussi en tant qu'entreprise pour ceux qui ne nous connaissent pas de près. Je vous donnerai aussi, je vous partagerai quelques tendances marché en termes de chiffres. Je pense que c'est important que vous ayez une belle perspective finalement de l'hypercroissance que représente aujourd'hui le marché du e-commerce en général et plus particulièrement des marketplaces. On parlera ensuite un peu de la solution Iceberg, parce qu'il faut quand même que vous compreniez en gros qu'est-ce qu'une solution finalement de marketplace. Alors, on le fera très light, hein, rassurez-vous. On ne va pas rentrer dans un niveau de détail technique à ce jour-là en tout cas. On vous parlera aussi d'un projet d'intégration, parce que souvent, on va dire, un projet de marketplace, c'est également un projet d'intégration. Donc, c'est important dire, que vous preniez conscience de cela. Et SQLI, évidemment, sera là pour évoquer cette partie-là. Et enfin, nous finirons par illustrer des cas d'usage à succès, aussi bien dans le B2C que le B2B. Donc, ça veut dire des entreprises qui, aujourd'hui, opèrent leur propre marketplace sur différents secteurs d'activité. Alors déjà, Iceberg, en quelques mots, c'est une entreprise qui est née en 2014, qui a ensuite, en 2018, a fait partie du groupe, qui fait d'ailleurs toujours partie du groupe Open, qui est une ESN française à peu près de 4000 personnes et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une ESN, on va dire, qui agit dans le domaine du digital depuis maintenant plus de 3 décennies et qui assure notre croissance, voilà, qui accompagne notre croissance d'un point de vue financier. C'est important pour une entreprise comme nous, qui sommes quand même relativement jeunes, qui n'avons que 8 ans réellement d'existence, de pouvoir évidemment s'appuyer sur un groupe pour accompagner cette croissance. Et en fait, notre métier, c'est tout simplement d'apporter une solution que l'on considère comme étant aujourd'hui la plus flexible et la plus personnalisable et la plus extensible du marché, permettant véritablement d'accompagner nos futurs clients à devenir de véritables opérateurs de marketplace. C'est important, c'est un métier, peut-être un nouveau métier pour certains, mais ça demande effectivement à développer des réflexes qui sont assez différents, on va dire, de ce qu'on peut voir notamment dans le e-commerce traditionnel. Voilà. Je te cède la parole, Mahmoud. Pareil, je vais commencer par présenter SQLI. SQLI a été créé en 1990, avec un peu plus de 30 ans d'expertise en techno, expertise technique très solide, et avec une vingtaine d'années dans l'e-commerce, tout ce qui est autour du digital.
SQLi s'est développé au fil des années dans l'international à partir de 1999. On est présent sur 13 pays actuellement, essentiellement en Europe, avec des centres de services répartis sur le territoire géographique d'une façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage au-delà de 2 heures par rapport à nos clients. Ça, c'est quelque chose de très important pour favoriser la réactivité et ne pas impacter les deliveries. Avec des pôles d'expertise qui sont répartis un peu partout au niveau du territoire, des territoires sur lesquels on est présent, et une forte collaboration entre ces centres de services. Une présence assez forte au niveau du Maroc, avec à peu près 800 collaborateurs sur 4 centres différents, ce qui on a aussi une expertise technique très forte de façon globale, mais surtout aussi autour du digital, qui nous permet de dresser en fait tous ces centres de services nous permet de dresser une offre, toutes les offres possibles, que ce soit en AT ou en forfait ou autre. Voilà. Et en quelques chiffres, le chiffre d'affaires 2022 d'SQLi, c'est 225 millions d'euros pour 2400 collaborateurs. Voilà, et on est coté en bourse depuis dans Euronext depuis 2000. Le métier d'SQLi, c'est de concevoir, de bâtir et de délivrer des plateformes techniques essentiellement tournées autour de l'e-commerce. Pas que, mais c'est vrai que l'e-commerce prend une place prépondérante au niveau des projets qu'on dresse. On dresse toutes sortes de clients, qu'ils soient des clients B2B ou B2C. Notre expertise technique et notre expertise fonctionnelle aussi nous permettent de dresser les différents sujets et répondre aux différentes problématiques des clients. On va trouver dans des groupes plutôt ou des sociétés sur le territoire national, mais aussi on sait dresser des rollouts internationaux majeurs. Et on a quelques expériences et quelques succès à ce niveau-là. Alors là, dans ce slide-là, c'est pas une vue exhaustive, hein, c'est quelques projets qu'on a délivrés. Et sur les majeurs, on a mis si c'était du B2B ou du B2C. Voilà, donc sur la slide d'après. Je disais tout à l'heure que notre métier, c'est de délivrer, de concevoir, de délivrer de concevoir, de bâtir et de délivrer des plateformes orientées pour répondre au mieux aux besoins du client et orientées sur tout ce qui est augmentation des revenus, augmentation de la valeur recherchée par les clients. C'est rendu possible par notre expertise tout d'abord qui s'articule en fait sur 3 offres. Essentiellement, on a une offre qui est sur la partie design, tout ce qui est UX UI, tout ce qui est digital conseil. C'est des offres qui sont transversales, donc elles se complètent entre elles. Elles sont modulaires aussi, pour répondre aux besoins des clients en fonction de la configuration du projet, des besoins des clients. Mais on est en capacité de mobiliser des sachants d'une façon rapide si le besoin venait à changer en cours de route, ce qui nous donne une certaine force de frappe qui est très précieuse dans un contexte de marketplace, par exemple, ou d'un contexte d'e-commerce, où les enjeux techniques peuvent se révéler en cours de route un peu plus complexes que prévu initialement, et donc on nécessite une certaine réactivité. Nos 3 offres, on a la partie design, on a la partie autour de la création de plateformes, que ce soit from scratch ou bien des solutions du marché, ou bien totalement custom. Et puis aussi toute la partie plutôt technique autour de l'observabilité, autour de la gestion des API. Et pour cela, on a, ça c'est une vision non excessive non plus des outils qu'on utilise, et avec lesquels on est plutôt partenaire. On a développé un certain nombre de partenariats pour mieux connaître les outils et de sorte à mieux répondre aux besoins des clients et aux besoins du marché. Par contre, notre approche reste toujours une approche agnostique. Elle est très orientée usage
Elle est très orientée aussi adéquation entre le contexte réel du projet, le besoin client et l'identification de la solution la plus adaptée, la plus appropriée. Nos années d'expérience nous ont permis d'avoir suffisamment d'expérience et de recul pour, dès la phase amont, on cadre le besoin, on l'affine, de sorte à orienter le client vers les solutions les plus adaptées. Et ça se décline aussi au niveau du build, au niveau de la réalisation et la mise en place de plateformes performantes et bien monitorées. Merci Mahmoud. Alors, on passe un peu maintenant à une partie plus marché, pour le coup. Donner un petit peu une appétence de ce que représente aujourd'hui ce marché de la marketplace, qui est finalement une sorte de e-commerce augmenté, quand vous regardez les choses sous cet angle-là. Et quelques chiffres pour vous dresser un peu le tableau aujourd'hui. On est finalement sur un marché où aujourd'hui dans le monde, 67% du chiffre d'affaires mondial se fait déjà sur des marketplaces en 2022, d'après Forrester. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en 2008, il n'y en avait que 10%. Donc il y a quand même évidemment, entre 2008 et aujourd'hui, une montée en puissance des plateformes digitales incontestable. Par ailleurs, ça c'était des données mondiales, et si on fait un petit zoom sur la France, on se retrouve finalement à la même tendance, in fine, c'est-à-dire que 17 sites e-commerce sur 20 qui sont aujourd'hui consultés sont déjà des marketplaces. Donc l'importante, on va dire, du choix, de l'élargissement de l'offre fait que de toute façon, les marketplaces prennent un poids considérable dans l'utilisation qu'on en fait au quotidien, déjà naturellement dans le B2C. Mais si on regarde, on va dire, le marché quelque part du e-commerce B2B, qui est aussi en ébulliescence, c'est déjà un marché colossal, puisqu'il représente dans le monde plus de 7 000 milliards en fait, de dollars en 2022. D'après Frost et Sullivan. Et Gartner prédit que dans les prochaines années, 70% des nouvelles marketplaces seront créées en B2B. Donc, en résumé, on voit bien que finalement, ce mouvement de fond qui s'est opéré sur les plateformes digitales B2C durant cette dernière décennie est en train d'arriver de plus en plus dans nos entreprises et que nos entreprises, on va dire, et nos salariés notamment, sont très demandeurs de pouvoir vivre les mêmes expériences que ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur quotidien. Voilà. Et un point clé quand même de ce slide qu'il faut retenir, c'est qu'en 2022, les échanges B2B dépassent désormais le volume d'échanges de ceux en B2C au global. Ce qui revient à dire que, in fine, les sites e-commerce B2B et les expériences digitales en B2B deviennent colossales dans les entreprises. Ce qui revient à dire aussi que la même, on va dire, la même tendance de fond qui s'est opérée entre le e-commerce B2C et les marketplaces B2C qui sont nés à l'issue de ça, est en train de s'opérer de la même manière dans le B2B. Avec un e-commerce B2B pour lequel le volume d'échange dépasse désormais le B2C, on sait que désormais la place des marketplaces B2B va devenir prédominante. Et c'est quelque part naturellement logique quand on arrive à une masse critique d'échanges, dans tout business quel qu'il soit, on se doit à un moment donné de penser à des stratégies nouvelles pour augmenter ses sources de revenus. Et la marketplace, évidemment, qu'elle soit B2B d'ailleurs ou B2C, est un moyen d'arriver à ce type de résultats. Voilà pour ça. Alors, j'ai oublié la petite molette. Voilà, merci. Maintenant, parlons un petit peu d'iceberg, peut-être, parce que qu'est-ce que c'est qu'une marketplace, en gros, pour ceux, en tout cas, qui ont besoin de reprendre un peu de recul par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Déjà, alors, Mahmoud a montré les références, les quelques références d'SQLi, donc on voulait quand même vous dire qu'on a aussi quelques références clients, mais au-delà de ce slide qui montre des logos, c'est pas tant le slide qui est important ou les logos en tant que tel, même si on est content de faire honneur à nos clients, mais c'est plutôt, on va dire, de montrer la diversité finalement des marketplaces qui existent aujourd'hui et que nous hostons sur nos plateformes en SaaS, puisque nous sommes une plateforme SaaS. D'abord, on a des pure players, des gens qui n'ont jamais connu autre chose que le digital. C'est évidemment ex-vente privée, VP aujourd'hui pour ceux qui connaissent, c'est Asos dans le monde de la mode, etc. etc. On a aussi évidemment des retailers. Ce qu'on appelle les retailers, ce sont des gens qui ont un canal, on va dire, de vente qui est offline, un magasin physique, mais qui aussi diversifient leurs canaux en adossant au magasin des plateformes digitales permettant également de
proposer des expériences online également à leurs clients, et donc d'avoir, on va dire, évidemment, toute une notion d'omnicanalité et aussi de un commerce qu'on appelle figital plutôt, j'ai du mal à le dire, et c'est un peu le meilleur des deux mondes quelque part. Donc ça, c'est la deuxième colonne. On a aussi des commerces de gros dans le B2B, de grands acteurs, on va dire, de l'agroalimentaire, comme Grand Moulin de Paris, on va en parler tout à l'heure, une entreprise presque centenaire qui fournit nos boulangers depuis des décennies, ou des gens dans le domaine des telcos, donc là on est plutôt dans le B2B aussi, dans le monde du manufacturing, donc des gens qui fabriquent et commercialisent des trains, comme Alstom par exemple, ou ArcelorMittal dans le domaine évidemment de la métallurgie, etc. Et pour finir, on est aussi dans le domaine des services, parce que la marketplace, ce n'est pas uniquement que la vente de produits en ligne, mais c'est aussi la vente de services. C'est la mise à disposition, effectivement, à un moment donné, de services que l'on peut consommer au travers d'une plateforme, ou sur lequel on pourrait faire des demandes de devis, par exemple, des demandes de cotation, mais aussi tout simplement souscrire un service en ligne, ou souscrire une formation en ligne. Bref, ce sont donc évidemment des services qui se développent aussi au travers aujourd'hui du modèle marketplace. C'est important de le signaler. Alors, la plateforme Iceberg, en fait, c'est quoi ? En fait, d'abord, un Iceberg, c'est ce qu'on appelle un grand back-office. C'est même d'ailleurs deux grands back-office. C'est un back-office pour l'opérateur, celui qui va donc construire sa place de marché et qui va in fine devenir l'animateur de sa place de marché, quelque part. Et c'est aussi les back-office vendeurs, parce que n'oubliez pas que quand vous montez une place de marché, derrière, il vous faut des offreurs. Et donc, il faut leur offrir aussi la possibilité de se digitaliser eux-mêmes, ou en tout cas d'uploader, si je puis dire, ou d'alimenter le catalogue de leurs produits et services au sein de la marketplace. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est déjà ces deux composantes-là. Alors, évidemment, c'est aussi un certain nombre de périmètres fonctionnels. Je vais les afficher tout de suite. Il y en a 5 ici. Et c'est les principaux, parce qu'on ne rentrera pas, évidemment, dans un niveau de granularité trop fin à ce stade. C'est d'abord, on va dire, la gestion des vendeurs. Et c'est important parce que lorsque, évidemment, vous devez offrir la possibilité à des partenaires de venir vendre sur votre marketplace, il faut que vous sachiez ce qu'on appelle dans notre langage à nous les onboardés. Les onboardés, c'est donc effectivement les accompagner dans le déploiement de leur catalogue au sein de la marketplace, la standardisation de ce catalogue par rapport à une taxonomie, une ontologie que vous auriez créée vous en termes de modèle de design au sein de la marketplace en tant que telle, de manière à accoster quelque part ces différents catalogues des fournisseurs qui vont arriver. C'est aussi évidemment toute une notion réglementaire autour. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes opérateur de marketplace, vous avez, on va dire, un certain nombre de régulations qui sont propres, on va dire, au marché du e-commerce au sens large, et qui vous obligent quelque part à prendre un certain nombre de références auprès des vendeurs que vous allez donc onboarder. Ce qui revient à dire les KPIs, enfin les KYC, pardon, excusez-moi, et tout un tas de documents dits juridiques, extraits de cabis et autres, qui vont permettre, on va dire, d'assurer que le vendeur auquel vous faites confiance et que vous proposez de rentrer dans votre marketplace soit un vendeur de qualité et qu'il n'y ait pas de financement, on va dire, suspicieux ou quoi que ce soit. Donc ce sont des points qui sont essentiels. La responsabilité de l'opérateur peut être engagée sur certains côtés, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce qu'en règle générale, vous faites appel à ce qu'on appelle une brique d'encaissement pour compte de tiers, pour ceux qui connaissent le terme, d'accord, okay, qui est une sorte d'organisme financier quelque part, et qui fait ce travail, d'accord. Donc ça, c'est important. Mais néanmoins, c'est vous qui êtes responsable de la marketplace. N'oubliez pas, parce que c'est vous qui souscrivez le service auprès du PSP. Okay, et évidemment, dans cette marketplace, dans la gestion des vendeurs, vous avez aussi tous les systèmes de notation vendeurs, puisque une marketplace, par essence, c'est aussi la capacité pour les clients de l'autre côté, qui achètent, de pouvoir évidemment noter, donner des avis, comparer les prix, etc. Et ça, c'est ce qui rend aussi, on va dire, le modèle attractif. C'est la capacité à pouvoir mettre en concurrence finalement des acteurs au sein de cette place de marché. Bref. C'est aussi la gestion des données. J'en parlais un petit peu déjà dans le premier pavé, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Il vous faut, on va dire, une gestion de catalogue au sein de la marketplace. Voilà. Donc, la gestion de données, c'est la capacité pour un opérateur de designer, ce que je disais tout à l'heure, sa taxonomie ou son ontologie, dans lequel vous allez avoir une arborescence avec des catégories, des sous-catégories, des attributs, etc. De manière à ce que, in fine, lorsque les vendeurs arrivent pour télécharger leur catalogue d'offres, d'accord, ils sont en capacité de pouvoir être complètement classifiés dans le plan que vous avez imaginé. N'oubliez pas qu'en tant qu'opérateur, vous avez un rôle aussi d'animateur et de modérateur.
Ce qui revient à dire, en d'autres termes, que vous êtes en droit d'autoriser certains vendeurs à proposer certains produits à la vente sur votre place de marché ou pas, en fonction évidemment de, je dirais, de l'ADN, de la proposition de valeur qui est la vôtre au travers de cette place de marché. Donc, important évidemment aussi d'avoir ce rôle pour ne pas vous retrouver finalement avec des catalogues qui n'ont plus rien à voir avec le marché d'origine que vous vendez, voilà, que vous visez, pardon. Voilà. Il y a aussi évidemment toute la partie gestion des commandes, puisque, comme c'est important de le dire aussi, une marketplace, c'est une plateforme transactionnelle. Une plateforme dans laquelle on a évidemment des paniers d'achat, parfois même ce qu'on appelle souvent des paniers multivendeurs, ce qui n'est pas commun et ce qu'on ne retrouve pas dans le e-commerce. On va du coup le retrouver dans la marketplace. Le panier multivendeur, c'est la possibilité que vous avez de mettre un produit A, un produit B, un produit C dans votre panier en provenance de 3 vendeurs différents. Et pour autant, vous, en tant que client final, c'est complètement transparent pour vous. Par contre, il se passe quand même des choses derrière, parce qu'il y a des systèmes de workflow qui doivent à un moment donné, évidemment, réallouer les sommes aux différents vendeurs pour qu'ils puissent être payés, mais aussi évidemment le pourcentage de la commission à l'opérateur de la marketplace, puisque évidemment vous ne mettez pas cette marketplace en place sans avoir pensé a priori à générer des revenus au travers de cette place de marché. Et c'est donc la gestion des revenus, et c'est aussi la gestion des clients, qui est plus une question d'authentification, de messagerie. Alors ça, c'est important aussi, parce qu'il faut comprendre qu'au travers d'une marketplace, et c'est notamment le cas dans les plateformes marketplace de type B2B, vous ne pouvez pas toujours imaginer des parcours sans couture. Parce qu'en règle générale, dans le B2B, les entreprises veulent finalement recréer une expérience en digital, mais qui soit assez proche de ce qui existe en offline aujourd'hui dans leurs échanges quotidiens entre entreprises. Ce qui revient à dire que certains produits, pour diverses raisons, demandent d'abord une interaction, un échange entre acheteurs professionnels et vendeurs professionnels au travers de la plateforme. Et ça demande évidemment de mettre en place des messageries sécurisées pour pouvoir le faire. D'accord ? Mais ça demande parfois aussi des spécificités, des fonctionnalités particulières de type gestion des devis, par exemple. Donc, possibilité tout simplement de demander un devis au travers de la plateforme. Après coup, évidemment, si l'affaire se fait, vous pourrez faire une transaction au travers de la plateforme in fine, mais vous avez, on va dire, des échanges qui peuvent se faire avant qu'une transaction s'opère in fine. Et ça, c'est important de le prévoir aussi dans le parcours d'achat à un moment donné. Mais c'est aussi, on va dire, la prise en compte de spécificités particulières, comme par exemple les prix par quantité. Quand vous, en l'occurrence, vous retrouvez dans une situation où finalement vous avez en B2B jamais un produit unitaire. C'est généralement des produits qui sont vendus par quantité, par palette, packagés. Donc il faut aussi prévoir effectivement une granularité, une dégressivité des prix en fonction du volume d'achat. C'est tout ça qui est spécifique dans le B2B qu'il faut savoir prendre en compte et qui est évidemment enrichi dans la plateforme Iceberg aujourd'hui. Et alors, un projet marketplace, c'est également un projet d'intégration. Parce qu'on vient de le dire, finalement, et notamment dans les projets B2C, mais également dans les projets B2B, c'est souvent, on va dire, une interconnexion finalement avec un certain nombre de briques provenant de l'écosystème qu'il faut aussi être en capacité de prévoir. Mahmoud, je pense que je vais te céder la parole. Oui. Merci Thierry. Les 2 derniers slides sont très intéressants parce qu'ils ont dressé la typologie de marketplace qu'on peut rencontrer en fait selon le contexte du client, selon son activité, ce qu'il cherche. Et le deuxième, c'est tout le panel de fonctionnalités que la solution Iceberg permet d'avoir out of the box et qui gère en fait l'activité de marketplace. Tout ça, on va le trouver d'un point de vue, on va dire plutôt architecture, d'un point de vue système d'information. Tout ça, ça va se décliner et ça va être en fait adapté au contexte et aux besoins du client. Donc, je propose ce schéma-là pour prendre un peu d'abstraction. Et après, on va redescendre sur des cas qui reprennent les points d'accroche que vient de dire Thierry. Une marketplace, déjà sur la définition d'une marketplace, je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Par contre, quand on met un peu le nez dedans, on peut dire qu'une marketplace, c'est un projet de flux, c'est totalement vrai. C'est un projet de change, totalement vrai aussi.
que ce soit pour l'organisation humaine, parce que ça va créer de nouveaux métiers, typiquement tout ce qui est onboarding, suivi des vendeurs, etc. C'est aussi un change technique, parce que souvent, c'est un challenge aussi d'un point de vue urbanisation des systèmes d'information. Parce que la marketplace, la solution back-office marketplace, par exemple Iceberg, vient avec des workflows, des process qui sont déjà out of the box dans la solution, qui sont déjà standardisés, avec la communication avec des API. Mais tout ça, ça doit être consommé par les briques du système d'information côté opérateur, et in fine, ça doit être affiché aussi pour le client. Et tout ça, ça doit être cohérent, ça doit être maîtrisable. Donc, on retombe dans la partie observabilité, monitoring, qui est très importante. Mais avant tout, ça doit être bien conçu pour matcher avec les besoins et les usages du client et de l'opérateur. On parlait tout à l'heure de B2B. Alors, le B2B, c'est formidable parce que ma conviction, c'est que c'est dans le B2B qu'il y a vraiment l'avenir de la marketplace, et qu'on va aller un cran au-dessus dans tout ce que permet de faire la marketplace sur du B2B, et Iceberg est bien placé par rapport à ça, avec tout ce qu'elle offre en termes de workflow et de gestion des spécificités propres au B2B. Mais dans le B2B, on peut trouver un peu de tout. Et avec beaucoup de complexité. Typiquement, par exemple, tout ce qui est alimentaire, c'est assez spécifique. Et ces spécificités-là doivent être portées en partie, en tout cas en amont, par Iceberg, par la solution back-office marketplace. Mais ça nécessite aussi que le système d'information côté opérateur soit adapté pour gérer la data, et qu'au niveau de l'affichage front, tout ça soit bien géré pour offrir une expérience client parfaite, pour que les clients qui peuvent être des clients ordinaires ou dans le B2B, c'est plutôt des professionnels, retrouvent en fait ce qu'ils cherchent facilement, d'une façon efficace, et que l'acte d'achat soit le plus simplifié possible pour augmenter le taux de conversion. Donc, autour d'une solution marketplace back-office, donc Iceberg, on va trouver, ça c'est assez classique, hein, on va trouver le front côté opérateur, avec entre les deux une brique qui va gérer les API, l'interfaçage pour consommer la data qui redescend, ou la remonter aussi vers Iceberg. Dans les couches basses, on va trouver des stacks de DSI, Legacy, qui sont plus profondes et plus, on va dire, propres aux clients. On peut trouver plusieurs, hein. Ça peut être aussi des échanges avec des partenaires du client. Là-dedans, on va trouver des choses typiquement, par exemple, ça peut être tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est finance, etc., des CRM. In fine, selon le cas du client, alors Iceberg gère un PIM et répond aux besoins déjà. Par contre, selon la configuration des clients, un client peut avoir son propre PIM. Tout d'abord, parce qu'on peut avoir la configuration où j'ai mes propres produits que je vends déjà, mais je prends une marketplace pour élargir ou approfondir mon offre. Donc, hors de question pour moi de perdre le contrôle sur la qualité de ce qui s'affiche sur mon site. Et donc, je veux quand même avoir mon PIM. Donc, je vais utiliser le PIM d'Iceberg qui va mettre de l'ordre dans les produits et les offres des vendeurs. Voilà. Ça va redescendre dans mon PIM. Je dois adapter mon PIM pour la marketplace, pour que justement je fasse par exemple le développement des produits, l'enrichissement, etc., pour constituer une fiche de produit master pour la servir au front. Ce n'est pas une obligation, Iceberg le fait, mais selon le contexte client, SQLi peut apporter son savoir-faire pour adapter le PIM client à ses besoins. Merci Mahmoud. Il nous reste en fait 5 minutes. Du coup, on va faire je fais le timekeeper pour le coup. 5 minutes pour aborder effectivement 3-4 use cases. Vous êtes quand même ici pour ça, donc on y va tout de suite. Alors, les cas d'usage B2C, B2B que l'on connaît aujourd'hui et que l'on opère aujourd'hui aussi au sein d'Iceberg. Déjà, premier client qu'on a eu à peu près 5 ans de recul sur cette marketplace, toujours intéressant. C'est le cas, on va dire, de la marketplace qui s'appelle Station One. Station One, ça provient, on va dire, d'une initiative d'un grand manufacturier qui s'appelle Alstom, qui fabrique des trains, qui fabrique donc des TGV, des tramways, des métros, et qui évidemment les vend à qui ? Des opérateurs urbains, des opérateurs nationaux, évidemment que sont la SNCF, la RATP pour nous, qu'on connaît bien, mais alors il faut quand même voir que Alstom c'est une entreprise qui est mondiale, donc pour le coup évidemment il y a
opérateurs qu'on ne connaît pas dans d'autres pays, mais qui portent aussi d'autres noms. Voilà. Et qui, de l'autre côté, évidemment, il y a vraiment des vrais enjeux autour de ce projet chez Alstom, qui sont essentiels. Un d'entre eux, c'est évidemment de s'assurer de pouvoir finalement fédérer un écosystème de partenaires, c'est-à-dire les clients déjà d'Alstom d'un côté, être sûr qu'ils étaient capables de se sourcer avec des produits de qualité qui étaient estampillés quelque part par le fournisseur, labellisés par le fournisseur, pour éviter évidemment que SNCF, une fois que le train a été livré, c'est quand même SNCF qui assure la maintenance de ces matériels roulants, il ne faut pas l'oublier, au même titre que la RATP, évidemment puisse se sourcer en pièces détachées, plaquettes de frein, enfin, on pouvait tout imaginer, on va dire, de ce qu'on peut trouver sur une marketplace, etc. Donc, du coup, il fallait aller sourcer des fournisseurs, qui étaient des fournisseurs trustable, de confiance, d'accord, qui étaient capables d'apporter finalement l'offre nécessaire pour que ces opérateurs puissent se fournir directement. Et tout ça, on va dire, fédéré par un acteur de renom qui est évidemment Alstom, et qui est capable d'assurer la confiance entre les acteurs acheteurs d'un côté, ces fameux opérateurs, et de l'autre côté, ces distributeurs de pièces détachées. Mais ce n'est pas que de la pièce détachée, c'est aussi, on va dire, des plateformes de service qui est derrière, puisque il faut savoir que quand on fait la maintenance, on va dire, d'une gare, il faut aussi s'assurer de la maintenance, on va dire, de toute la partie réseau de chemin de fer, d'accord. Donc il faut, on va dire, des prestataires de services aussi qui peuvent. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est une marketplace qui est très enrichissante, très intéressante, parce que en fait, on part de rien, on part de quelque chose qui n'est pas du tout digital aujourd'hui, avec, on va dire, des achats qui se font complètement offline. Et on arrive finalement petit à petit à digitaliser toute une filière en fédérant un écosystème. Et ça, c'est quelque chose d'assez riche en soi. Comme il nous reste peu de temps, je passe au suivant. Évidemment, je serai là ensuite pour pouvoir répondre à vos questions. On passe dans un autre univers complètement différent, qui est celui de l'agroalimentaire. Grand Moulin de Paris assure, on va dire, la livraison de farine au départ, à tous les boulangers et pâtissiers de France et de Navarre depuis des décennies. Mais ceci étant, à un moment donné, ils ont pris conscience d'une chose, c'est qu'un boulanger n'achète pas que de la farine. Il a également besoin, évidemment, d'ustensiles. Il a besoin aussi, éventuellement, d'acheter, je dirais, un four à pain. Il a besoin d'acheter plein de choses, en fait, dans son activité au quotidien. L'idée de Grand Moulin de Paris, qui a quand même, on va dire, une notoriété déjà sur son marché, affirmée, on va dire, qui était finalement de pouvoir fournir à ces boulangers une expérience digitale leur permettant de trouver à un seul endroit unique ce dont tout le boulanger a besoin aujourd'hui pour fonctionner dans son activité. Donc ça, c'est important. On est encore en B2B, vous l'avez constaté. Finalement, d'un côté, vous avez des fournisseurs d'ustensiles pour boulanger, d'étiquetage, four à pain et autres. Et de l'autre côté, vous avez évidemment des boulangers qui achètent ça au travers d'une plateforme qui est opérée par Grand Moulin de Paris, qui est lui-même déjà un fournisseur des boulangers. D'accord ? Je vais vite, vous pouvez m'excuser. Label Emmaüs, on change encore d'univers. Alors Label Emmaüs, tout le monde connaît au moins le Emmaüs, issu de l'abbé Pierre, que tout le monde connaît. Label Emmaüs, effectivement, c'est une extension digitale de tout l'effort, je dirais, au service de la société, au service des plus démunis. C'est une plateforme véritablement d'économie sociale et solidaire en tant que telle. C'est-à-dire qu'en gros, on est tous, nous, aujourd'hui, à pouvoir donner nos vêtements, on va dire, usagés, mais encore en bon état, à l'association, via, on va dire, des canaux complètement physiques, puisqu'il y a des magasins où on peut déposer, on va dire, nos affaires. Eh bien, Label Emmaüs a embauché des gens en réinsertion professionnelle, justement, pour pouvoir finalement photographier tout ce que vous leur amenez, être capable d'uploader tout ça dans le back-office, et donc d'être capable finalement de rendre tout ce que vous donnez complètement digitalisé. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez des acheteurs en seconde main qui sont intéressés sur la plateforme digitale de pouvoir les consommer. Donc, d'un côté, eh bien, finalement, on fait de l'économie solidaire, du reconditionnement, de la seconde main. De l'autre côté, Label Emmaüs offre la capacité à des gens de se réinsérer professionnellement et leur donne du travail, d'accord, et tout ça dans un environnement un peu spécifique parce que, in fine, pour nous, ça a été un challenge, ce projet. Ça a été un challenge parce qu'on a dû devoir gérer des produits unitaires dans un catalogue, normalement, qui est fait pour gérer des gammes de produits. Évidemment, quand vous êtes chez Label Emmaüs, quand vous donnez un vêtement, vous ne le donnez pas en taille L, M et S et en 3 couleurs différentes. Vous donnez le vêtement que vous avez.
Voilà. Donc il faut gérer à chaque fois des projets unitaires au niveau du catalogue, ce qui est une spécificité du projet en tant que tel. Et je finirai par un réseau de franchise, MotoAxe, Maxxess. Alors les amateurs de deux roues, de moto et d'utilisateurs de scooters connaissent sans doute Maxxess. Pour ceux qui sont plutôt en trottinette ou à métro, connaissent sans doute beaucoup moins. Voilà. Et donc du coup, là, il s'agissait en fait de fédérer en fait tout un réseau de franchises. Maxxess étant le franchiseur, il a un réseau à peu près de 130 magasins aujourd'hui en France. Et l'idée, évidemment, c'était de pouvoir mutualiser le stock entre les différents franchisés et de pouvoir donc finalement réallouer du stock d'un magasin à l'autre en fonction évidemment des demandes d'un endroit à l'autre. Si mon blouson Bering en taille L est disponible à Nantes, alors que moi je suis à Clermont-Ferrand et c'est la pièce que je demande, on peut on va dire facilement réallouer les stocks d'un côté, puis en plus ça permet à tous ces franchisés de se digitaliser en fait et de pouvoir offrir une offre de click and collect par exemple, de manière à ce que je puisse aller le chercher en magasin. Ça permet aussi évidemment de faire de la vente additionnelle parce que quand je suis directement en magasin, j'ai peut-être envie de consommer autre chose, etc. Donc il y a tout finalement un système très bénéfique finalement, aussi bien pour les franchisés que pour les franchiseurs, de se digitaliser de la sorte. Par contre, Maxxess n'a pas choisi d'étendre son catalogue. Il n'a choisi uniquement que de proposer ce que propose Maxxess au sein de son réseau sans amener de nouveaux vendeurs sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un risque de cannibaliser effectivement son business de départ. Et il est essentiel effectivement de faire attention à ce genre de situation. Je crois qu'on arrive à la fin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre présence. Et évidemment, on est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci. On a le temps pour une question publique. Si jamais après ce sera avec vous dans un cadre à part. On a le temps pour une question pour tout le monde, si quelqu'un en a une. J'ai fait flipper en disant ça. J'ai senti bon. Si jamais vous en avez, vous pouvez c'est pas grave. On a un stand juste en bas. Voilà. Ah si, il y a quand même en ligne, je regarde justement, de toute façon, je viens d'ouvrir la question. Bon, de toute façon, la question est prise par monsieur ici. Bonjour, une petite question. On parle du modèle marketplace, mais est-ce que vous avez pensé à intégrer un modèle dropship dans vos modèles marketplace ? Excellente question. Oui, on fait du dropship avec Iceberg. Donc la réponse est oui, sauf qu'il ne faut pas se tromper de débat. Quand on fait du dropship, on fait du e-commerce. Parce que la responsabilité, elle est chez vous. Elle reste effectivement chez celui qui possède le stock, assure la livraison. Le micro. Pardon. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même c'est-à-dire que faire du dropship et de la marketplace, ce sont quand même deux modèles, certes potentiellement complémentaires, mais assez différents d'un point de vue, je dirais, impact juridique et autres. Mais on peut le faire, oui, absolument. On a des questions qui nous viennent souvent sur ce sujet-là. Tu voulais réagir ? Juste, au final, au-delà de la responsabilité juridique dont vient de parler Thierry, in fine, c'est quoi ? C'est une mise à disposition d'un certain stock, et voilà, qui doit redescendre pour que ça soit racheté. Derrière, il faut que la commande remonte depuis le front vers Iceberg. Et les process derrière, que ce soit qu'il y ait un agrégateur de flux ou autre, ou qui a récupéré la commande pour les dispatcher derrière vers les outils de logistique ou autre. Donc c'est une problématique qui est gérée ailleurs. Donc on peut tout à fait le gérer au niveau d'Iceberg avec des adaptations au niveau du front. Et typiquement, ce genre de problématique, c'est là où on est complémentaire avec l'offre d'Iceberg côté SQLi pour apporter une bonne expérience client et le bon parcours par rapport à ça. Voilà. D'ailleurs, excusez-moi, une autre question aussi, il y a les achats internationaux où il y a pour certains pays, il y a aussi des logiques de droits de douane ou autres. Pareil, c'est des informations qui... on est capable de les gérer, que ce soit au niveau d'Iceberg ou au niveau du front, mais la source, elle va être ailleurs par rapport au montant des droits de douane. Eh bien, merci beaucoup. C'était Thierry de Easyberg et Mahmoud de SQLi avec des cas concrets. C'était pour Marketplace Connect.